Mais pourquoi personne ne va ouvrir? Voilà, ça c'est une erreur. Comment ça, quelle erreur? Vous la voyez pas? Allez, ok, je vous aide. C'est là. Oui, ce petit truc rouge là. Ça, de base, c'est censé être la réfraction du logo dans le verre que j'ai rajouté pour donner un peu de réalisme, sauf que j'ai oublié de l'enlever quand je me relève, alors que j'ai appliqué un fondu sur le logo au-dessus, allez comprendre. Bref, cette technique, c'est du rotoscoping. Et du rotoscoping, j'en fais depuis longtemps dans la vidéo, très longtemps, mais pour cet épisode de CGM sur Entretien avec un vampire, j'avais décidé de mettre la barre encore plus haut que précédemment. Non, parce que sauver du fond vert en détourant les gens image par image parce que t'as pas l'argent pour acheter assez de lumière pour bien les éclairer correctement, bah, c'est plus du on verra ça en post-prod en vrai. Le rotoscoping au cinéma, c'est historiquement utilisé pour deux choses. Décalquer de la gestuelle pour l'appliquer sur du dessin animé, comme dans Métal Hurlant ou Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, et faire des rajouts quand on n'a pas de fond uni ou qu'on veut extraire un élément et le coloriser. Ça, c'est notamment la méthode utilisée pour coloriser Tron, où les séquences du monde informatique étaient toutes tournées en noir et blanc et qu'il fallait donc détourer image par image à raison de 24 images par seconde à la main. Pas étonnant que la production, à l'époque, en 1982, avait carrément délocalisé ce fastidieux travail à Taïwan. De nos jours, le rotoscoping est bien évidemment assisté par ordinateur, ce qui permet d'utiliser des images clés, typiquement un point A et un point B, où l'on indique par un système de points reliés comment l'image a bougé sans avoir besoin de se les taper une par une. Le problème, après, c'est le type d'élément que vous voulez détourer. Sur le CGM Entretien avec un vampire, comme nous tournions dans le magnifique château de Valmat, dans le pur style 19e siècle, eh bien, voir des prises d'électricité, des interrupteurs, ou encore des panneaux indiquant où se trouvent les toilettes, on est d'accord que c'était juste pas possible. Il a donc fallu recouvrir tout ça en créant des caches à partir d'éléments vierges du décor, soit simplement copier-coller, soit carrément inversés d'un bout à l'autre pour retrouver une texture particulière, comme par exemple un sol ou bien le pourtour d'une armoire. Genre là, par exemple, ce gros radiateur blanc bien visible, c'est comme ça qu'on a pu s'en débarrasser dans l'image. Oui, je sais, c'est du matte painting. Mais là où le rotoscoping entre en jeu, c'est quand quelqu'un passe par-dessus ces fameux caches. Pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut détourer non pas les caches, mais bien ce qui passe par-dessus. Et le pire exemple que j'ai en tête pour illustrer ça, c'est cet interrupteur dans la Final Room, qui apparaît non seulement sur 3 fucking valeurs de plan différents, mais dont mon nombre passe en plus dessus. Et ça, c'est rien, puisqu'on a seulement vu plus tard que mon micro était ultra bien visible dans ma poche arrière. Là, c'est pas sorcier. Il faut impérativement jouer sur les trames d'avant et d'après pour espérer récupérer des morceaux clean et ainsi couvrir le boîtier qui dépasse de mon jean avec mon ombre sur le fond. La joie. Heureusement, ou malheureusement, vu le temps que ça peut demander aux roto-artistes, le rotoscoping sert aussi à faire des choses un peu plus cool, comme transcender le réel. Exemple, avec la fameuse boîte à musique de Le Marchand de la saga Hellraiser, que notre régisseur Étienne Marchi avait imprimé en 3D, puis peinte, pour nous faire un magnifique propre. Éclairé à l'aide de 3 pavotubes, placés pour illuminer indépendamment certaines des faces, ce n'est qu'avec l'ajout des éclairs en post-prod que l'hommage prend tout son sens. Des éclairs, d'ailleurs dessinés par Lorenzo Sacramone, qui va maintenant nous parler de son approche. Tout d'abord, j'ai commencé par créer un solide. J'ai appliqué à ce solide un plugin qui s'appelle Saber, qui sert généralement à créer des effets de néon sur un logo. J'ai tracé avec des calques de forme les rainures du cube. Ensuite, j'ai utilisé le traceur automatique d'After Effects pour avoir chaque trait sur un masque différent. J'ai copié-collé ces masques que j'ai appliqués à mon solide. Une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à utiliser les paramètres de mon plugin pour régler tout ce qui est intensité, couleur de mes éclairs. Il ne faut surtout pas oublier d'utiliser le paramètre End Offset pour pouvoir simuler un arc électrique. On pourrait croire que c'est fini, cependant il y a un problème. Et oui, le cube bouge, du coup, les éclairs ne suivent pas. Pour remédier à ce problème, j'ai créé une cible tracking qui suit le mouvement du cube que j'ai pu apparenter à mes éclairs. Un autre exemple, avec les lentilles rouges portées ici par Judith, l'autrice et réalisatrice de la chaîne Demoiselles d'horreur. Outre le fait qu'elle les ait portées 9 heures d'affilée alors qu'elle n'en avait jamais mis avant, genre troupeur de ouf, je me suis dit que ce serait sympa de faire comme activer ses yeux lorsqu'elle est littéralement furieuse dans l'épisode. Pour ça, on n'a pas greffé de LED dans ses lentilles bien sûr, mais j'ai dû les isoler sur environ 4 secondes avant de les rendre lumineuses via le plugin Optical Glow de Red Giant. Un petit effet discret, similaire à l'ajout de la réflexion de lumière verte dans mes lunettes à la fin de l'épisode, ou encore ce rajout de l'impérator projecteur se tournant vers moi après son imitation criante de vérité de Patrick Swayze dans Ghost. Impérator qui a d'ailleurs été transformé en majordome fantôme dans cet épisode, principalement pour un conflit d'emploi du temps et qui a donc été filmé sur fond vert. Pour les plans avec la pancarte, un tracking pour le texte a été réalisé par Quentin Berbet de La Vectan Production et l'on peut d'ailleurs voir une passe de flou rajoutée
agrémenté pour donner plus de substance à l'effet fantomatique et ainsi le faire ressortir du fond. L'effet le moins discret, c'est bien sûr le rajout de la tête de Marie, de la chaîne La Boîte à Curiosités, sur celle d'une peluche de rat achetée spécialement pour l'occasion, qui n'est d'ailleurs pas une peluche de Rémi de Ratatouille, je précise, puisqu'on me l'a demandé dans les commentaires. Marie s'étant filmée sur fond vert avec son costume complet, sur 2 angles différents, en essayant d'émuler la lumière du tournage au plus proche, l'intégration s'est super bien passée au montage. Le seul problème, néanmoins, c'était justement son costume complet. J'ai dû entièrement le détourer image par image et ce au plus proche de sa mâchoire, ce qui n'était pas tâche aisée, Marie étant très expressive sur ses quelques plans de face pour l'intégrer entre les doigts de Judith. Pour ceux de côté, c'était beaucoup plus simple puisque j'ai seulement dû détourer les mains de Judith qui étaient de base les plus statiques possibles en plus d'effacer la tête de la peluche originale à l'aide d'une clean plate tournée sur place. Ce qui n'était pas le cas du tout dernier plan avec Marie où j'ai dû superposer sa tête au plus proche sur celle de la peluche originale en plus de la découper sur les 2 dernières trames pour amorcer l'impression d'un croquage de sa tête alors qu'en vérité c'est le bruitage et la vitesse de l'action qui font la majorité du boulot ici. On finit sur cette scène avec un rajout rapide sur la fenêtre dans ce plan où Judith se relève. Comme on n'avait plus accès au château, les lumières étaient forcément éteintes et nous simulions celle-ci depuis le début via un tube de couleur accroché plus haut. J'ai donc détouré toute la grille, la fenêtre et les volets séparément avant de les rééclairer pour correspondre au plan suivant. Encore une fois, on a forcément une passe de rotoscoping puisque la tête de Judith passe devant la grille en se relevant. Finissons ce petit breakdown avec l'effet par lequel on a commencé, la réfraction dans le verre. Quasiment tout le long de l'épisode, celui-ci reste posé, statique, jusqu'à ce que Judith ne s'en empare et découvre la supercherie du jus de tomate. Pour ce passage, j'avais le choix, soit détourer bras et mains en plus du verre, dans lequel serait rajouté un calque flouté et inversé pour simuler la réfraction du logo, soit ne faire que le verre et ainsi donner un effet plus intéressant qu'un simple détourage classique. Bon, on va pas se mentir, c'était franchement beaucoup plus simple à faire, surtout arrivé à la fin du montage, mais je suis quand même très content du rendu de cet effet du verre qui n'interagit qu'avec certains éléments du réel. Tourner dans un château devait être justifié dans l'univers étendu que je tisse petit à petit dans l'émission, à savoir que rien n'est vrai, tout est virtuel. Pour cela, le moment où je repasse sur le fond noir habituel de l'émission se fait par l'utilisation d'un artefact, ici le livre de Beetlejuice, qui me permet d'ouvrir une porte de sortie de ce monde vers un autre. On notera d'ailleurs que le passage de la porte est entièrement rotoscopé, et ce pour plusieurs raisons. Le micro qui dépasse toujours, et le fond vert pliant, dont on pouvait voir la délimitation dans la pièce du fond. Ce plan étant le dernier du tournage, qui aura duré à peine 24 heures chrono, il aura été un peu plus rushé que les précédents, malheureusement pour moi en post-prod. Une post-prod qui se sera étalée sur de nombreux week-ends, sur les mois d'octobre et novembre 2020, heureusement épaulée par le talent de mon équipe, que je ne remercierai jamais assez pour tout le travail accompli sur ce projet. Voilà qui conclut ce breakdown explicatif de l'épisode Entretien avec un vampire de CGM. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et en attendant la suite, n'oubliez pas de vous abonner, sonner la cloche, partager la vidéo et peut-être me donner un coup de pouce sur Tipeee si vous en avez la possibilité. Merci à tous et à bientôt pour la suite de CGM.